Tu souris avec les yeux. Bonjour Pascal. Donc encore un livre passionnant sur à la fois qui mêle une histoire fantastique, mythique de Tony Curtis et puis le parfum. Et puis ces rencontres, vous, avec la personne qui est connue, Tony Curtis, alors on ne sait pas si c'est du roman pur ou si c'est quelque chose qui est tiré du réel. C'est de la fiction, mais c'est fait un petit peu exprès, ça s'appelle Le Roman 2. C'est un livre dans la collection de Vladimir Fedorovski aux éditions du Rocher, une collection qui s'appelle Le Roman des lieux et destins magiques. Et le parfum est un destin magique, parce que de tout temps on a utilisé le parfum, donc je suis remonté jusqu'en Égypte, jusqu'à aujourd'hui, parce que le parfum est symbole et synonyme pour moi et pour énormément de gens de séduction. Et le cinéma hollywoodien par conséquent également, et l'histoire de Tony Curtis ne pouvait arriver qu'aux États-Unis parce que c'est le rêve américain, et comme vous le savez très bien, Tony Curtis était un grand séducteur, et le parfum c'est la séduction, donc j'ai mêlé les deux, parfum et cinéma, et voilà, ça donne un cocktail très intéressant. Tout à fait intéressant. Merci. Le parfum, le livre donc et le film, le parfum, vous l'avez vu le film, j'imagine. Bien sûr. Ça vous a inspiré un petit peu? Alors un tout petit peu parce que je vous rappelle que le parfum de Patrick Süskind est un livre c'est un vrai roman, c'est un thriller, hein, le deuxième titre c'est Histoire d'un meurtrier, et c'est un vrai roman pour le coup, et il est limité au XVIIIe siècle. Moi j'ai fait le roman du parfum de manière beaucoup plus globale, c'est-à-dire qu'on commence en Égypte, j'ai commencé mon histoire en Égypte, les débuts de la parfumerie, hein, parce qu'en fait on a commencé à utiliser des parfums pour les procédés de momification en Égypte, pour le passage de la vie à la mort. On imprégnait des bandelettes de lin pour des gens, pour le passage de la vie à la mort, on imprégnait de parfum. Et tout a commencé comme ça, en fait. Hein. Et après, donc, je raconte l'histoire de la Rome antique, évidemment, avec les flaconnages de verre. Je passe par la Grèce antique avec Alexandre le Grand. Il y a tout un chapitre très intéressant sur Alexandre le Grand. Hein. Et ensuite, je remonte le Moyen-Âge, la Renaissance. C'est l'évolution du parfum, c'est le parfum à travers les âges, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et même au XXIe siècle, l'avenir de la parfumerie. Que vont devenir les parfums? Est-ce qu'on va revenir à beaucoup plus de naturel? Ou est-ce qu'on va continuer à utiliser de plus en plus des substances chimiques? Là, c'est un grand débat, et on peut en parler. J'ai fait un débat sur France Culture il y a quelques temps avec Jean-Claude Héléna, qui est le nez de chez Hermès, et Cécile Ladjali. L'avenir de la parfumerie en France et dans le monde, que vont devenir les parfums? Tout à fait. Alors Tony Curtis est bien présent dans ce livre, vous parlez beaucoup de sa vie. Bien sûr. Alors, vous l'avez rencontré? Alors Tony était un ami, je l'ai rencontré à de nombreuses reprises. À quelle occasion? Alors à l'époque, j'étais courtier d'assurance à Paris dans le 17e, et je m'occupais d'objets d'art, d'assurance d'objets d'art. Et Tony voulait faire une exposition à Paris de ses toiles. Et il m'avait contacté par l'intermédiaire de son agent pour que j'organise l'événement et que j'assure l'événement. En fait, ça s'est pas fait. On n'a pas fait d'exposition, mais je suis allé le rencontrer à Las Vegas. Son agent me l'a présenté. On est devenus un peu amis. On est allé au restaurant. Et c'est pas des interviews que j'ai fait de lui, c'est des confidences. Voilà, c'est un petit recueil de confidences qui date de quelques années. Hein. Et quand il a disparu le 29 septembre 2010, j'ai voulu lui rendre hommage un petit peu à travers ce livre. Voilà. Tout à fait. Et alors c'est lui ça c'est vrai, qui vous présente cette jeune fille? Ah ça c'est le roman, hein, c'est le roman. Ah. Tout est vrai dans mon livre, toute l'histoire de la parfumerie est vraie parce que c'est très documenté. Vous allez voir à la fin, il y a une bibliographie énorme sur les parfums. C'est très documenté en ce qui concerne les parfums, donc tout est vrai. Tout ce qui est cinéma, vie de Tony Curtis, période hollywoodienne, Marilyn Monroe, etc., c'est vrai aussi. Maintenant, j'ai mis en scène un petit peu le roman. J'ai mis en scène le petit personnage que j'avais déjà rencontré dans Si tu savais, où j'avais déjà croqué l'histoire dans Si tu savais chez France Empire il y a 3 ans. J'ai repris mon petit personnage et j'ai mis en scène en fait une rencontre imaginaire entre Tony Curtis et Sabrina. Mais sinon, tout est vrai dans mon roman, mais ça s'appelle le roman du parfum quand même. Hein. Tout à fait, oui, voilà. Vous restez dans le côté historique. Voilà, absolument. À travers les temps, les âges et les personnalités. Parce que Tony Curtis, c'est une personnalité quand même. Voilà, et puis il faut savoir qu'il y a beaucoup de connexions avec Tony Curtis et le parfum quand même.
Il y a beaucoup de relations parce que Tony Curtis était très ami avec une certaine dame qui s'appelle Estée Lauder. Et vous savez, Estée Lauder, c'est quelqu'un de très connu aux États-Unis. On la connaît surtout pour des crèmes, mais il faut savoir qu'à la base, elle était parfumeuse. Hein. Il y a une belle histoire autour d'Estée Lauder. Elle avait une boutique à New York et elle s'est fait connaître parce qu'un jour, elle a cassé de colère. Elle était en colère, elle a cassé une bouteille de parfum dans sa boutique. L'odeur s'est répandue aux alentours et tout le monde a dit quel est ce parfum formidable. Elle a eu du succès grâce à ça. Vous savez, parfois c'est bizarre. Et Estée Lauder était une grande amie de Tony Curtis. C'est une vieille dame qui a disparu à l'âge de 98 ans en 2004. Et avec Tony Curtis, elle a participé entièrement à la reconstruction de la synagogue de Budapest. Ils ont donné énormément d'argent pour ça. D'ailleurs, si vous allez un jour à Budapest, il y a une plaque à l'entrée de la synagogue. Remerciements à Estée Lauder et Tony Curtis. Donc le parfum, c'est un petit peu un vecteur de communication, on peut dire aussi. Absolument, absolument. Le parfum, c'est la séduction. Comme les ondes, parce que vous parlez là un parfum qui se répand dans la rue, c'est un peu comme les ondes qui passent comme ça. Ah oui, c'est une belle histoire d'Estée Lauder, mais il y en a plein des histoires comme ça. Je raconte l'histoire du numéro 5 de Chanel, Gabrielle Chanel, qui avait commandé à Ernest Beau un parfum en 1921. Il lui a fait choisir 5 petites fioles, de 1 jusqu'à 5. Elle a dit, je présente ma collection le 5 du mois de mai, donc 5/05, 5e mois de l'année. Comment nous allons l'appeler? Nous l'appellerons numéro 5 et j'ai choisi la 5e petite fiole. Je raconte l'histoire du patrimoine Guerlain, l'histoire de la famille Guerlain. Je rappelle, Guerlain, c'était des vinaigriers parfumeurs. Ils sont arrivés à Paris en 1828. C'est incroyable. C'est une dynastie de parfumeurs. Aimé Guerlain a créé Giki en 1889. Son fils Jacques Guerlain, c'est le créateur de Chalimard en 1925. Donc je raconte l'histoire, tout ça jusqu'à Jean-Paul Guerlain, pour arriver à tous ces parfums fabuleux des années 60, Habit Rouge par exemple, Jean-Paul Guerlain. Aujourd'hui, la société Guerlain a été rachetée par LVMH et aujourd'hui c'est Thierry Vasseur, donc le nez de chez Guerlain, je l'ai rencontré et c'est quelqu'un, il a créé la petite robe noire, voilà, en 2011. Alors, Tony Curtis, vous disiez tout à l'heure qu'il vous a fait quelques confidences. Est-ce Oui. qu'il vous a parlé de Marilyn Monroe par exemple? Bien sûr, je raconte dans le livre sa première rencontre. C'est difficile, paraît-il, sur les tournages. Parce qu'il y a des amis qui, à un moment donné, ils disaient que c'était pas facile. Marilyn Monroe était une star immense. C'était une star incroyable, immense. Mais elle avait un défaut, elle arrivait très en retard sur les tournages. Et c'est vrai que quand ils ont tourné certaines choses, comme Lucky Tot en 1959, avec Jack Lemmon et Tony, ils étaient très ennuyés par Marilyn parce que eux, on leur demandait d'arriver sur le plateau à 7h du matin, d'être habillés en femme, d'être rasés, maquillés et habillés en femme. Et ils attendaient la star Marilyn qui arrivait, elle, à midi. Donc il restait le maquillage dégoulinait, enfin, etc. C'était difficile, quoi. C'était difficile. Mais quand elle apparaissait, c'était tellement magique. Elle était tellement, elle transcendait, elle irradiait le plateau. Et voilà. Et même si elle connaissait pas ses répliques, parfois, même si elle oubliait ses répliques, c'était une star merveilleuse et inoubliable. Et Tony Curtis, lui, donc, a été connu à quel moment véritablement? Alors, une vedette. Tony, il a commencé à être vraiment connu à partir de 1953 avec Houdini, le magicien. Voilà, on pourrait dire ça, mais vraiment il a obtenu un grand succès populaire avec Trapèze en 1956. Là, ça a été vraiment le détonateur. Trapèze, c'est un film merveilleux avec Burt Lancaster et Gina Lollobrigida. Et c'est ça, voilà, qui parle du cirque, vous l'avez vu. Voilà, c'est à partir de Trapèze vraiment qu'on peut parler d'une grande carrière de Tony Curtis. Mais je vous rappelle, plus de 126 films quand même, donc c'est quand même quelqu'un. Il a côtoyé les plus grands. Il a tourné plusieurs fois avec Burt Lancaster, donc dans Trapèze. Et puis après, dans Le Grand Chantage en 1957, il a tourné tous ces films hollywoodiens formidables avec Kirk Douglas, hein, les Vikings, Spartacus, bien sûr certaines mêmes choses, comme Lucky Tot avec Marilyn Monroe et Jack Lemmon. Mais dans les années 60, énormément de comédies aussi, beaucoup de comédies. Et puis bien sûr, bon, Amicalement Vôtre. On vous a parlé justement de Roger Moore. Bien sûr, bien sûr. Qui vit ici d'ailleurs. Oui, Roger Moore vit à Monaco. Je l'ai rencontré une fois ou deux, mais bon, c'est quelqu'un. Alors, bon, Roger Moore, je le connais pas personnellement, si vous voulez. Tony, je l'ai bien connu. On est allé. Vous avez parlé de cette relation? Bien sûr. J'ai même posé des questions un peu. Non, ils s'entendaient très bien sur le tournage. Il y a jamais eu de problème. Tony était. Non, il n'y avait pas d'ego puisqu'ils avaient le même nom au générique. Hein, c'était Curtis plus Moore. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en 1971,
Tony était très connu au cinéma parce qu'il avait tourné tous ses grands films, et Roger Moore était beaucoup plus connu à la télévision parce qu'il avait tourné Ivanhoe, Le Saint, etc. Donc en fait, il y a des anecdotes assez amusantes, c'est-à-dire un jour il se retrouve à l'hôtel de Paris, et donc les deux stars, Curtis et Moore, se retrouvent à l'hôtel de Paris, et il y a une foule, il y a des quarts de touristes qui arrivent, et Tony dit je veux pas de photos, etc. Et en fait, ils viennent voir Roger Moore et ils disent il santo. Donc c'est très amusant, quoi. C'est très amusant. Mais il y a un truc encore plus drôle, mais ils sont restés très amis, puisque même des années après, Tony continuait de téléphoner à Roger Moore, etc. Ils se tenaient au courant. Il est venu le voir chez lui. Bien sûr, ils ont fait une émission de télé ensemble en 2008, en fait. Ils ont fait plein de choses ensemble, Et dans le générique, quand on voit son passé comme ça, alors là, alors là, vous touchez du doigt quelque chose d'assez amusant, c'est-à-dire que quand vous voyez le générique d'Amicalement Vôtre avec Roger Moore et Tony Curtis, si vous voyez le générique de l'enfance de Tony Curtis, c'est la vie de Tony Curtis. C'est une enfance pauvre. Il venait du fin fond de... Ah oui, du fin fond du Bronx. Son père était tailleur, c'était quelqu'un... C'est vraiment le rêve américain. Tony Curtis, c'est l'homme qui a eu de la chance. Et c'est une histoire qui ne pouvait se passer qu'aux États-Unis. En France, ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais il y a une anecdote sur Amicalement Vôtre. Vous savez que voilà, Tony Curtis, il portait souvent des gants dans Amicalement Vôtre. Et un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi tu portais des gants dans Amicalement Vôtre? Why do you wear gloves? Pourquoi tu portais des gants dans Amicalement Vôtre? Est-ce que tu avais un problème à la main, etc. Il me dit non, j'avais imaginé mon personnage de Danny Wilde un peu comme un self-made man, un peu comme ma vie. Et je voulais qu'il porte des gants parce que je voulais qu'il ne touche pas à la réalité. You don't want to touch the reality. Et ça, j'ai trouvé ça formidable et philosophique. Donc Tony était un grand philosophe aussi. Il a participé au scénario. Beaucoup de choses. Il avait participé au scénario, il avait participé à l'écriture, etc. Il avait vraiment apporté sa touche personnelle. Et un petit peu avant, il avait fait des films magnifiques comme L'Étrangleur de Boston aussi, de Richard Fleischer. Et sa fille, vous connaissez sa fille? Alors un petit peu, oui, mais je connaissais sa femme, sa dernière femme, donc Jill Curtis. Et d'ailleurs le bouquin, je lui dédicace à Jill aussi. Voilà. Alors le parfum actuellement, qu'est-ce qu'il y a de tout à fait nouveau? Est-ce qu'un jour on pourrait voir, je sais pas moi, une télévision parfumée? Ah, pourquoi pas? C'est une idée. J'ai pensé aussi à des livres parfumés. C'est plus difficile. Vous avez pu le faire parce que Alors, Man le fait, je crois. c'est plus difficile, oui, on fait des choses avec... Il y a des parfumeurs qui ont fait ça à l'Université des Senteurs, des encyclopédies on gratte un petit peu et on sent. Voilà, des pastilles. Ça se fait. Et on peut faire aussi des marque-pages parfumés. Tout à fait. Mais cela dit, ça reste vraiment, Ça reste éphémère. ça reste quelques semaines, voire quelques mois, et après l'odeur se dissipe. Vous savez, le parfum, comme disait Pline l'Ancien, c'est le luxe le plus inutile de tous, parce qu'à peine porté, il est déjà dissipé. C'est ce que disait Pline l'Ancien. Est-ce que c'est important le flaconnage dans un parfum? Très important, parce que Victor et Rolf, qui sont des grands parfumeurs, ont cette phrase magnifique à propos du parfum. Ils disent le parfum, c'est du rêve en bouteille. C'est du packaging. Donc le flaconnage est très important. Le parfum à l'intérieur, évidemment, c'est très important, mais la publicité est très importante aussi. Vous avez vu l'importance de ces spots à la télévision, pour La Petite Robe Noire notamment, ces spots magnifiques. J'adore. Alain Delon dans la piscine qui vend du Dior. Voilà, absolument. Au Sauvage, qui est la quintessence des années 60, qui est un parfum du grand Edmond Rudinska, quand même, qui était le plus grand né du XXe siècle. Donc le parfum, c'est un peu la nostalgie aussi. C'est la nostalgie, c'est le rêve, c'est notre part de rêve, c'est énormément de choses. Mais vous savez qu'en France et dans le monde, il y a 70% des gens qui se parfument et 30% des gens qui ne se parfument jamais et qui ne se parfumeront jamais. C'est pour ça que tous ces spots s'adressent à ces 70% de gens. D'accord, merci Pascal Marmet. Un roman, donc tout à la fois une aventure, une biographie et une passion. Alors c'est un roman qui marche bien puisqu'il est sorti en début d'année 2013. Il a été sélectionné pour 2 prix littéraires cette année, le prix des 5 continents et de la francophonie et le prix du quotidien Al Bayan au Maroc. Voilà, donc on lui espère une longue carrière. Et je viens de signer pour l'année prochaine un nouveau livre avec Vladimir Fedorovski, le roman Du Café
Donc on en parlera l'année prochaine si vous voulez bien. Et pourquoi pas le vin un de ces jours. Ah, le vin, ça peut se décliner sur toutes ses formes. Hein. Cette collection des romans des lieux et destins magiques, elle est formidable. Et Vladimir est un directeur de collection exceptionnel qui m'a apporté sa confiance. Et voilà, je travaille avec lui maintenant désormais. Merci Pascal Marmé. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.